Voici l'histoire assez incroyable d'un tueur en série qui s'appelait Albert Millet et qu'on a surnommé le sanglier des morts parce qu'il se réfugiait dans le massif des morts au-dessus de Hyères après ses crimes. Son premier meurtre date de 1954, le second de 1979, le dernier de 2007. Entre-temps, il était en prison et même une fois, il a été condamné à mort. Au total, il a passé 41 années derrière les barreaux. Et à chaque fois, on lui a accordé des réductions de peine, et à chaque fois, il a récidivé. Albert Millet n'est pas une publicité pour la libération conditionnelle, c'est certain. Voici son incroyable histoire. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le premier épisode de la vie incroyable d'Albert Millet se joue en 1954 à Hyères, dans le Var. À cette époque-là, Albert est un loulou de 25 ans avec des cheveux noirs plaqués en arrière, le regard perçant. Il a quitté l'école depuis longtemps. Il vit de petits larcins, il a déjà une fiche de police, conduite et moralité mauvaise, caractère bouillonnant, c'est écrit dessus. Le loulou a fait son service en Afrique du Nord, à Tataouine, là où on envoyait les durs. Il était tireur d'élite. Ça lui a donné la passion des armes et ses airs de kéké. En ce moment, Albert est amoureux de Paulette. Il l'a rencontrée dans un baloche, elle est brune avec de beaux yeux noirs, et il en est dingo. Mais il y a un problème. Il a 25 ans et elle, seulement 16. Et la mignonne a une tata qui s'appelle Elisa. Et la tante Elisa n'est pas du tout d'accord, du tout. Trouve-t-elle un autre, ma petite Paulette? De ton âge, si possible, et pas une brêle. Mais moi, je l'aime, mon Albert. Du coup, Albert a la tata dans le nez. Alors un jour, elle est à la terrasse d'un café, il va la voir. Il veut une explication. Et le ton monte, vite. Et à un moment, la tante Elisa lui colle une mornifle, devant tout le monde. Alors il se lève. Cette gifle-là, tu vas la regretter. Tu vas la regretter toute ta vie. Tu entends? Toute ta vie. Le patron le sort du bistrot par la peau des fesses, et lui, il hurle. Je vous préviens. Je vous tuerai toutes les deux. Je vous tuerai! Et ça ne s'arrange pas quand dans les jours qui suivent, Paulette refuse de le revoir. Mais Paulette est domestique et il sait où aller la voir. Il sait par exemple que tous les jours, elle sort la poubelle de ses patrons à 9h précises, parce qu'avant, à ce moment-là, il allait lui voler un baiser. C'était le soleil de sa journée. Il est fou d'amour, il est fou de jalousie. Alors il arrive, il sort un pistolet et il lui tire dessus. Est-ce qu'il l'a visé? Sans doute pas, puisqu'il est tireur d'élite et que la balle atteint une poubelle. Mais tout de même, c'est une tentative de meurtre. Alors la tante Elisa porte plainte. Et lui, il est obligé d'aller se planquer dans le massif des morts. Il a la police aux trousses. Six jours plus tard, un dimanche, la tante Elisa attend le bus. Il lui tire dessus. Elle s'effondre. Il vient de la tuer. Albert Millet vient de la tuer. Et après, il s'enfuit en courant dans le massif des morts au-dessus de la ville. Il connaît le maquis par cœur. On n'est pas près de le retrouver. C'est ce jour-là qu'il gagne son petit nom. On l'appellera désormais le sanglier des morts. Le sanglier. Parce qu'il a la peau dure. Le lendemain dans la soirée. Allô? Venez vite, j'ai vu Albert Millet. Je l'ai vu à la gare. Quand il voit arriver les poulagas, il se cache derrière un camion. Et il se met à tirer. Et les policiers ripostent. Et à un moment, il s'effondre. Le lendemain matin, Nice Matin titre à la une. Millet abattu, criblé de balles. C'est ça, oui. Et une sardine a bouché le port de Marseille aussi. Un sanglier, ça a la peau dure.
Il est blessé, mais il va survivre, avec une légère paralysie faciale du côté droit. On va pouvoir le juger. Entre nous, il risque l'échafaud, hein. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Ah! Vous me faites rire! Ah! Ça, vous me faites rire, hein !» Pendant le procès, il ne s'est pas défaussé. Il a tout reconnu. Il a reconnu avoir tiré sur Paulette, et 6 jours plus tard sur sa tante Élisa. Mais il a juré qu'il n'avait rien prémédité. Juré! Il pensait que ça suffirait à lui éviter la guillotine. En attendant son exécution, Albert Millet est placé à la prison des Baumettes, à Marseille, dans la cellule voisine du condamné à mort le plus célèbre de France, Gaston Dominici. Comme tous les condamnés, il se pourvoit en cassation. Et il gagne, figurez-vous. Sa condamnation à mort est annulée et la Cour ordonne un nouveau procès. Cette fois-ci devant la Cour d'assises de Nice. Et là, changement de programme. Les jurés de Nice condamnent Albert Millet aux travaux forcés à perpétuité. Il échappe à la mort. Mais le sanglier est en cage pour un bout de temps. Enfin, vous savez ce que c'est, hein. Perpète, c'est jamais vraiment perpète. En 1968, la peine d'Albert Millet est révisée. Sa perpète devient 20 ans de réclusion criminelle. Il en a déjà tiré 14. Et bien plus que 6 ans avant la sortie. Et je peux vous dire qu'il est impatient, Albert. Car en prison, il entretient une correspondance avec une femme. Fernande, qu'elle s'appelle. Une aide-soignante. Quand je pense à Fernande, je bande. Elle vient le voir régulièrement à la prison de Clairvaux où il tire ses dernières années. Il a en projet de l'épouser dès sa sortie. Et en 1973, après 19 ans de cabane, il est libre. Et, comme promis, il épouse Fernande. Et il commence une nouvelle vie, enfin, tout le monde le croit, surtout Fernande. Il s'installe dans une petite maison dans le centre de Hyères, et à part la chasse, c'est juré. Le sanglier ne touche plus aux armes. Pour gagner quelques sous, il fait un peu de jardinage chez les gens. Et puisqu'il est en conditionnel, il n'oublie jamais d'aller pointer tous les mois au commissariat. Et avec Fernande, c'est l'amour fou, la passion intégrale. Sauf qu'Albert est jaloux. Il est jaloux comme un pou. Il ne supporte pas que Fernande soit en retard. Et comme en plus de son travail, elle fait des ménages le soir, dès qu'elle a 1 minute de retard, ça le rend dingue. Il sait qu'elle est belle. Il sait qu'elle est grande, qu'elle est brune, que les hommes la regardent. Il ne le supporte pas. Et le temps passant, elle, cette pression, cette jalousie, ça commence à lui peser. Alors un soir de juin 1979, ça fait 6 ans qu'il est sorti. « Je te quitte, Albert. C'est fini. Je sais que tu n'as pas d'argent. Alors voilà, je t'ai fait un chèque. » Ah oui? Un chèque de 20 000 francs tout de même, toutes ses économies, pour solde de tout compte. C'est beaucoup d'argent en 1979. Le soir même, Albert débarque dans sa chambre. « Ma Fernande, je me languis déjà. Faisons la chose une dernière fois, une dernière, je t'en prie. » « Non, Albert, quand c'est fini, c'est fini. Va dormir dans le canapé. » À 5 heures du matin, Albert attrape une dague, une sorte d'épée. Il va dans la chambre de Fernande et il la transperce pendant son sommeil. Et après, il siffle une bouteille de whisky tout entière. Et une fois saoul, il met des bougies autour de son cadavre. Il est fou de douleur. Il s'en veut énormément, énormément. Et à un moment, titubant, il va ouvrir la fenêtre en grand et il se met à hurler. « J'ai tué une sainte.
J'ai tué une sainte. J'ai tué Fernande. Je suis un con. Je suis un fou. Moment de grande lucidité. Et ensuite, toujours par la fenêtre, il se met à tirer. Et à hurler, encore et toujours. J'ai tué une sainte. Je suis un con. Et à ce petit jeu, évidemment, les policiers débarquent illico. Ils le connaissent, notamment l'enquêteur Fabre, qui s'occupe de son contrôle judiciaire. Alors il tente un dialogue à travers la porte. « Explique-moi ce qui se passe, Albert. »« J'ai tué ma femme. Elle est couchée dans la chambre derrière moi. Je l'ai poignardée, c'est pas 2 ou 3 coups de couteau. Elle ne voulait plus de moi. Elle m'a demandé de partir. Elle se refusait à moi, je comprends pas. Elle était plus la même ces derniers temps. Elle avait changé, mais moi, elle ne pouvait rien me reprocher. » Et là, il tire 2 coups de feu. La ville tout entière retient son souffle. Et ça dure 1 heure, 2 heures. Ça fait maintenant 3 heures qu'Albert Millet est retranché chez lui. Il est complètement saoul et il éructe. Et de temps en temps, il tire un coup de feu. Et maintenant, il jette toutes sortes de choses par la fenêtre. Des photos, des pièces d'or, des bijoux de Fernande, toutes sortes de breloques. Et les flics finissent par appeler le GIPN. Il faut bien le neutraliser. « Je veux mon avocat. Je veux aussi voir 2 copains. Et je veux voir 2 curés. Pas de problème, Albert. On va les faire venir. » L'un des curés dans cette affaire va jouer un rôle déterminant. « Albert? Tu m'entends, Albert? Tu dois faire pénitence. Albert, tu dois t'en remettre à la Sainte Vierge. Agenouille-toi. » Il s'agenouille. Et là, le GIPN donne l'assaut. Le sanglier est ceinturé, il est neutralisé, et il est emmené au commissariat de Hyères. « Je veux parler au commissaire, en tête à tête. Je veux avoir avec lui un dialogue d'homme à homme, vous comprenez ?» Le commissaire l'emmène dans son bureau du 2e étage, en se disant « Voyons quel faribole il va me servir. » Mais arrivé au 2e étage, Albert enjambe la rambarde de l'escalier pour se jeter dans le vide. Comme au cinéma, le commissaire parvient à lui attraper les poignets. S'il le lâche, il s'écrase. Et nom de Dieu qu'il est lourd. Il va le lâcher. Heureusement, des policiers se sont placés en dessous, et quand il lâche, il le rattrape. Ouf! Albert est sauvé. Et maintenant, on va pouvoir le juger. Et une fois de plus, il risque la peine de mort. Récidiviste en plus. Sauf que le temps de l'enquête, le procès d'Albert Millet s'ouvre le 11 mai 1981. Ça vous parle, cette date? La veille, François Mitterrand a été élu président de la République. La veille! Et il a promis d'abolir la peine capitale. Et donc la peine de mort n'est plus l'enjeu de ce procès. Il est parti pour prendre perpète. Dès le premier jour, le débat s'arrête sur le cas de Myrtille. Je ne vous ai pas encore parlé de Myrtille. C'était le chien de Fernande. Myrtille, je l'ai chassé à la maison. Avant de tuer Fernande. Mais ça, les parents de Fernande n'y croient pas. S'il avait chassé la chienne comme il le dit, elle serait revenue. Elle serait venue gratter. Mais personne ne l'a jamais revue. Je sais ce que vous pensez, que je m'attarde sur un détail. Pas du tout. Parce que si, comme le pense la famille de Fernande, Albert a tué Myrtille avant de s'en prendre à Fernande, par exemple pour éviter qu'elle ne lui saute dessus au moment du meurtre, ça n'est plus un crime passionnel, hein. C'est un meurtre avec préméditation. C'est un assassinat. Or lui, ça n'est pas du tout ce qu'il raconte. Quand elle m'a dit qu'elle me quittait,
Ça m'a rendu fou d'un coup. Mais j'ai jamais projeté de la tuer. Mais s'il a tué la chienne avant, alors ça ne tient plus. Et comme au final on n'en sait rien, les jurés ne retiendront pas la préméditation, mais il lui colle quand même perpétuité. Lui qui a déjà fait 19 ans de tôle repart pour 30 ans minimum. Même s'il peut espérer une conditionnelle et rêver d'une révision de sa peine. Quant à la chienne, il faut quand même que je vous donne le fin mot de cette histoire. Il l'a tuée quelques jours avant d'assassiner Fernande. Il avait donc prémédité son coup, sauf que le berger, qui a retrouvé le cadavre du kleps au fond d'un puits lesté avec une pierre, a eu la trouille. Il a eu peur du sanglier, alors il n'a rien dit, il a attendu que le procès passe avant de le révéler. En tout cas maintenant, plus de raison d'avoir peur. Le sanglier est à l'ombre pour un bout de temps. En prison, Albert Millet est un détenu modèle. Oh, il sait comment ça marche. Il sait qu'il est inutile de jouer les révoltés, qu'il vaut mieux filer doux, qu'il a tout à y gagner en termes de confort et surtout en termes de remise de peine. Parce que toutes les peines sont révisables, même les perpètes. Et celle d'Albert Millet est révisée. Sa perpète devient 22 ans. En 2001, il obtient ses premières permissions de sortie. Il a 70 ans. Il a passé près de 40 ans derrière les barreaux. Et on se dit qu'à son âge, il est calmé. Il est rangé des voitures. En juin 2001, à l'occasion d'une permission, Albert Millet passe 5 jours à Nice. Et il est là, il traîne comme une âme en peine le long de la baie des Anges. Et soudain, à la terrasse d'un café, il la voit. Elle est brune, elle est élégante, elle a la cinquantaine, et lui, ma foi, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu une femme de près. La dernière, c'était Fernande. Alors il s'approche. Bonjour madame. Est-ce que je peux m'asseoir? Comment vous appelez-vous? Gisèle? Objectivement, il se passe quelque chose tout de suite. Un coup de foudre, quoi. Et pourtant, peut-être parce qu'il a peur que ça se voie, il lui dit tout. Il lui dit qu'il sort de prison, il lui raconte sa jeunesse de loulou, Paulette, le meurtre de la tante Elisa, la pauvre Fernande qu'il a embrochée avec une dague et les 22 années de cabane. Tout! Vous comprenez pourquoi? J'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin d'aimer aussi. Et elle, Gisèle, elle se dit, quel type, quelle vie. Et elle aussi, elle se poserait bien avec quelqu'un. Elle lui raconte un peu sa propre vie, sa passion du jeu, ses problèmes d'argent, sa petite pension. Pour tout te dire, Albert, j'ai même pas de quoi payer l'addition des bières qu'on vient de boire. Elle n'aurait pas dû lui dire ça, parce que lui, il a un peu d'argent. Alors il paye l'addition. Tiens. Et il lui donne 500 francs. Il est généreux, Albert. Et bien sûr, la soirée se termine au plumard. Et ça va durer 2 jours, pas plus. Parce qu'Albert n'est qu'en permission. Il doit rentrer à la prison. J'espère qu'on va se revoir bientôt, Gisèle. Je me languis déjà de toi. Tiens. Et là, il lui donne 1000 francs, au cas où elle ne se languirait pas autant que lui. Et il s'en va en sifflotant vers la maison d'arrêt. On le comprend. C'était inespéré de trouver quelqu'un si vite. Il est amoureux, à 72 ans. Et ça l'aide à tenir les quelques mois qui le séparent de sa libération à la fin de l'année 2001. Il sort, il retrouve Gisèle qui l'attend toute frétillante. Et en plus, il est assez riche. C'est assez rare, ça, les détenus qui sortent riches. Bon, d'abord, il y a son pécule, il a travaillé en détention, il a un peu d'argent de côté, mais surtout, il a fait un héritage. Au moment où il sort, Albert a devant lui 300 000 francs. Il va pouvoir la gâter, sa Gisèle. Et elle ne demande que ça, se faire gâter.
donc début 2002, c'est parti pour une lune de miel, une nouvelle vie. Les deux tourtereaux s'installent dans un petit appartement, à Nice. Après 30 ans de prison, Albert est devenu une fée du logis. C'est lui qui fait les courses, hein. C'est lui qui prépare à manger, c'est lui qui fait la vaisselle, c'est lui qui fait la lessive, et c'est même lui qui reprise les vêtements de madame. Il a changé, le sanglier. En tout cas, il a l'air. Elle, c'est autre chose. Ce qui l'intéresse, ce sont les manteaux, les montres, les chaussures, ah oui, les chaussures, et les bijoux. Albert lui a mis 100 000 francs sur son compte. Il a bien compris que, pour la garder, il faut allonger. Alors il allonge. Mais un jour, elle lui écrit. « C'est fini. Je veux qu'à compter du 15 février, ce soit chacun pour soi. » Mais pauvre Gisèle, mais c'est une folie. Il ne faut jamais écrire ça à Albert. Jamais. On est le 12 février, à 3 jours de l'ultimatum de Gisèle. Albert est crucifié. Après tant d'années de cabane, il espérait s'opposer enfin. Cette rupture est un crève-cœur. Mais contrairement aux autres fois, il n'est pas en colère. Hein. Ah non, non. Non, il n'est pas en colère. Le sanglier se fait vieux. Mais il propose de faire à Gisèle comme un voyage de rupture. Ils prennent tous les deux le train pour hier. Et lui, dans sa petite tête de sanglier, il se dit « J'ai 3 jours pour la faire changer d'avis. » Et dans le train, « Dis-moi, Gisèle, et si je te disais que j'avais un trésor, est-ce que tu resterais avec moi ?»« Un trésor ?» Forcément, elle hésite. Alors il en rajoute. « Si j'avais 12 lingots d'or, planqués dans le massif des morts, tu resterais ?» 12 lingots. Là, elle sourit carrément. « Eh bien alors, on y va. Je t'amène chercher les lingots. » Ils arrivent à Hyères, ils descendent du train, ils sautent dans un taxi, direction le maquis. Mais quand ils arrivent dans le massif des morts, Albert ne sait plus trop où il a enterré ses lingots. Je crois que c'est pas ici. À moins que ce soit par là. Allez un peu plus loin, je vous prie. Il fait faire au taxi des tas de détours. Mais il ne trouve pas. Et le compteur tourne. Et soudain, il a un flash. Ah, c'est là, arrêtez-nous là. C'est donc là que le taxi les abandonne, au beau milieu du massif des morts. Dans sa valise, Albert a emporté un piolet. Alors il se met à creuser. Un trou, 2 trous, et toujours rien. Et il s'énerve. Je ne trouve pas, putain! Je ne trouve pas! Mais putain, ils sont où ces lingots? Gisèle commence à avoir peur. Elle se dit qu'elle va finir au fond d'un trou. Je veux rentrer, Albert. S'il te plaît, ramène-moi. Oui, tu as raison. Je ne les trouverai pas, hein. Pas aujourd'hui. Je te ramène. Ils arrêtent une voiture. Ils rentrent à la gare. Mais elle est furieuse. Alors elle le plante sur le quai. Maintenant, Albert, tout est fini, tu entends? Tout est fini. Faut pas dire des choses comme ça à Albert. Le lendemain matin, Albert débarque chez Gisèle avec 10 000 francs, le prix d'un petit sursis de 2 jours. 2 jours, tu peux bien faire ça pour moi, 2 jours, je te demande. Et elle accepte. Mais le 17, elle siffle définitivement la fin des prolongations. Mais il veut encore négocier un dîner d'adieu. C'est lui qui paye. Quand le dîner est fini, il la ramène chez elle, et là, elle lui indique le canapé du salon. Ça vous rappelle quelque chose, cette scène? Fernande, elle aussi, lui avait indiqué le canapé du salon. Faut jamais faire ça, jamais. Elle en est morte. Le lendemain matin, Albert est le premier debout. Il fait, comme à son habitude, le café, le ménage, la vaisselle.
C'est en essuyant le couteau de cuisine que ça m'est venu, quoi. L'idée de la planter. Il va vers sa chambre, où elle dort toujours. Il ouvre la porte. Il entre dans le plumard. Il se couche à côté d'elle. Et d'un coup sec, crac, il lui plante le couteau dans la gorge. Mais il ne l'a pas tuée. Gisèle n'est que blessée. Elle le flanque dehors. Elle appelle la police. Pour ses coups et blessures, il prend 7 ans devant le tribunal correctionnel de Nice. 7 ans de plus, à 73 ans. Il en fera 5, et il sort en juillet 2007. Il a maintenant 77 ans. L'âge de la retraite, peut-être. Et il retourne s'installer ailleurs. Et il se remet à chercher l'amour, le vrai. Et un jour, il le voit, sous les traits de Chantal, sa voisine. La cinquantaine, plutôt mignonne. Pour la séduire, il sort le grand jeu, sa bonne vieille technique des petits cadeaux. En plus, en ce moment, elle ne va pas trop bien à Chantal, une dépression. Quelques jours plus tard, il emménage chez elle. 77 ans, c'est pas beau ça? En revanche, il n'est plus aussi riche que la dernière fois. Il est sorti de cabane avec 30 000 €, mais avec Chantal, ça va vite. Hein. Et lui, il flambe, il se ruine. Et plus il se ruine, plus il est agressif. Surtout quand un jour Chantal invite à l'apéritif un certain Christian. « Mais c'est un ami, je te dis. Je te dis que c'est rien qu'un ami. » Un ami, il vient tous les 4 matins. Elle va lui glisser entre les doigts, il le sent. En plus, elle vient encore de lui taxer 5 000 €. Et revoilà l'autre Christian. Et ça monte, et ça monte. Et ce soir, il a été très clair. Ce soir, Chantal, on reste tous les deux. Tous les deux. L'autre, je veux pas le voir. Il ne veut pas le voir. Et pourtant, il est là, dans le canapé, ce Christian. Et il enchaîne les verres, et il vide les bouteilles qu'Albert a achetées avec son argent. Le sanglier est plus rustique que jamais. Alors il décide d'aller se coucher. Et puis non, il n'arrive pas à dormir, alors il se relève. Et il les entend glousser de l'autre côté de la cloison. Alors il gueule. « Silence, bordel !» Et l'autre qui le chambre depuis le salon. « Mais viens donc boire un verre avec nous, Albert !» Et là, ça lui monte d'un coup. Il traverse le salon. « Si vous continuez, je vous désigne tous les deux !» Il sort. Il est 3 heures du matin. Et puis non, il revient. Il gratte à la porte, fait le penaud. « Ouvre-moi, Chantal. Je me suis calmé. Tout à l'heure, les mots ont dépassé ma pensée. » Elle lui ouvre. Et là, il tire. Et l'ami Christian s'effondre. Il est mort sur le coup. Et Chantal est blessée. Et une dernière fois, le vieux sanglier s'enfuit vers le massif des morts. Il a près de 80 ans. Il vient de tuer pour la 3e fois. Il a passé 41 années en prison. Il est essoufflé, il est épuisé. Et là, il voit arriver la police au loin. Il ne veut pas repartir en prison. Alors il se tire une balle dans la tête. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.